Compréhension, perception et pratique des principes de l'EDID à l'université de Moncton. Euh, Au premier chef, je tiens à insister sur le fait que donc nous avons adopté dans le cadre de cette recherche, de ce travail, une conception de l'EDID qui est, j'allais dire originale, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais on parle davantage d'équité, diversité, inclusion, et puis autour de ce concept-ci un peu mouvant, un peu gazeux, se greffent d'autres termes, d'autres terminologies. On a adopté donc le métaconcept donc d'EDID, incluant la notion de décolonisation. Donc, ce que l'on constate évidemment, puis je vous apprendrai probablement rien en la matière, les travaux montrent bien qu'il y a une forme de méconnaissance des questions de l'EDID, singulièrement dans l'enseignement supérieur, mais pas seulement. Méconnaissance donc sur le plan conceptuel évidemment, mais qui va aussi par conséquent se traduire en termes de méconnaissance sur le plan pratique. Puis là, je vais mettre peut-être aussi une casquette d'éditorialiste, méconnaissance qui peut aussi s'expliquer d'une certaine façon par le fait que dans les seules circonstances où on parle d'équité, diversité, inclusion dans les médias, c'est aussi lorsque finalement on est confronté à des problèmes. Finalement, on pratique tous probablement, tous et toutes autour dans cette assemblée, de l'équité, diversité, inclusion, décolonisation d'une façon ou d'une autre dans notre enseignement. Donc, méconnaissance d'une part, en termes d'enseignement, de pratique, et puis d'autre part, donc, eh bien, on constate aussi par ailleurs qu'il y a une forme de, et ça malheureusement, on le vit tous aussi en tant que chercheurs, une forme de pensée en silo en quelque sorte vis-à-vis de chacun de ces concepts, donc une difficulté à embrasser, j'ai envie de dire, de façon large, ces larges concepts dans nos pratiques. Alors, vous le savez, il y a un certain nombre de politiques institutionnelles, d'une part, mais aussi de politiques à plus haut niveau, gouvernemental, au niveau provincial ou fédéral, qui vont de façon à plus ou moins marche forcée en faveur de l'équité, diversité, inclusion, décolonisation. En même temps, marche forcée qui ne se fait pas nécessairement, j'ai envie de dire, de façon toujours collaborative avec ceux qui pratiquent l'enseignement, ceux qui pratiquent la recherche sur le terrain. Donc finalement, on constate assez facilement une espèce de disjonction entre des prescriptions institutionnelles, gouvernementales, etc., et des pratiques de terrain. Bon, à l'Université de Montréal, de mémoire, vous avez une formation qui est obligatoire, mais une formation qui se fait sur un espace Moodle quelconque. On est tous obligés de faire ça, mais finalement, on fait tout ça, on prend notre café, puis on regarde ça, sans trop s'impliquer. À l'Université de Moncton, on a une ressource qui s'occupe d'équité, diversité, inclusion. Donc, lorsque l'on se pose la question de l'adoption de certains de ces concepts dans notre pratique, dans notre enseignement, dans nos recherches, se pose aussi la question de savoir comment justement elle nous est présentée, de quelle façon on peut concrètement l'adopter, alors que les ressources sont somme toute assez marginales. Donc effectivement, du côté des formations, elles sont souvent très performatives, elles sont aussi très normatives, ce qui a quelque chose quand même de relativement paradoxal par rapport à ces mêmes concepts. Hein. L'équité, diversité, inclusion, décolonisation doit être comme ceci ou comme cela, très normative, ce que je vous disais, alors que justement, il y a une démarche beaucoup plus souple auquel on pourrait s'attendre justement à l'égard de ce genre de thématiques. Bref, je passe sur la question des ressources disponibles. Vous en avez certainement aussi conscience que moi pour voir comment on peut justement amener ça, ramener la question de l'EDID sur le terrain des vaches en quelque sorte. Nous, notre réflexion, elle s'est davantage portée justement sur la nécessité de brosser un portrait de la situation chez nos pairs. En prenant justement ce pas de recul, je crois nécessaire vis-à-vis de toutes les études que l'on peut voir par ailleurs, toujours de ces institutions universitaires, d'établissements ou gouvernementales, dans lesquelles justement cette approche prescriptive se retrouve très en avant.
On a voulu prendre ce pas de recul et voir où est-ce que l'on en est chez nos pairs. La question n'est pas de se voir est-ce qu'ils le font bien, est-ce qu'ils le font mal, est-ce qu'ils le font tout court. Voilà, où est-ce que vous en êtes finalement? Qu'est-ce que vous comprenez de l'EDID et comment éventuellement vous le mettez en place? Tout à l'heure, je vous ai mis en image subliminale une photo de mon petit bout de pays d'adoption. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc le Nouveau-Brunswick, c'est ici, mais aussi et surtout, on est éclaté entre 3 campus à peine éloignés l'un de l'autre, seulement 3 heures de route entre chaque campus, avec donc des effectifs universitaires assez modestes pour chacun de ces 3 campus. Comment on a procédé donc dans ce travail? On a procédé. Alors en fait, c'est un travail qui va se faire en 2 temps. C'est un travail qui va se faire en 2 temps. On a débuté le 2e temps il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Le 1er temps, donc en fait, c'est une recherche mixte que l'on mène. La première étape consistait à contacter l'ensemble des enseignants dont je vous mettais le nombre à l'instant à l'écran, afin de leur faire remplir un sondage. Donc, on n'est pas dans une approche de mesure et d'évaluation. On est davantage dans une espèce de questionnaire en ligne assez générique. Ce n'est pas avec ce genre de questionnaire qu'on va faire des statistiques avancées. Ça, c'est ma frustration personnelle. Mais en demeurant, c'est quand même malgré tout extrêmement riche à opérer. On avait un certain nombre de questions auxquelles les personnes pouvaient être excusez-moi, un certain nombre de questions auxquelles les personnes pouvaient répondre avec des champs fermés, des champs ouverts. Et globalement, on a eu un nombre de répondants de 60, je dis globalement, toujours parce qu'on a ce phénomène d'attrition au fur et à mesure de la collecte. On a fait des analyses essentiellement descriptives avec Jasp et Jamovi. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes assez frileux avec les stats, faites entrer ça dans votre vie. Vous allez aimer les stats maintenant. Et pour ceux qui aiment les stats, découvrez le package, je pense toujours à la chanson des Beatles quand je vois ça, fait que ça vous permet de faire des stats robustes et c'est assez cool. Lorsque vous avez des petits échantillons, vous n'avez pas de normalité. Je passe sur cette question-là. Bref, 4 sections donc, de notre questionnaire, données socio-démo, équité, diversité, inclusion. C'est quoi votre perception de ces principes? Ensuite, dans votre pratique en enseignement et finalement dans votre vie universitaire. Donc, une espèce de réflexion en entonnoir. Données socio-démo, c'est évidemment inévitable. C'est quoi pour vous les principes? Petit 2. Petit 3, comment vous l'intégrez dans votre enseignement? Petit 4, comment vous le voyez dans votre vie universitaire? Et donc, ce que je vous disais, la prochaine phase que l'on débute là depuis quelques jours, quelques semaines, une phase qualitative. Et on va pouvoir se reposer sur les réponses que l'on a reçues pour mener ce travail-ci. Concernant les réponses, c'est assez représentatif, j'ai envie de vous dire, de l'économie générale des professeurs que l'on a à l'université de Moncton en termes d'âge, en termes de genre, mais aussi en termes de représentation des campus. J'aime ce que je vois. Juste après, mon Dieu, je vais arrêter tout de suite. Pardon? Eh, mon Dieu, oui. Alors, ce que j'étais en train de vous dire. Moi la bouffe, j'ai pas beaucoup de vices dans la vie, mais la bouffe, ça, oui. Bref, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut noter au préalable? Dans l'ensemble, effectivement, c'est relativement source de préoccupation. J'ai simplifié la verbalisation. On avait entendu pas préoccupation. Est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de vos réflexions, est au cœur de vos préoccupations? Et là, il y a peut-être un problème méthodologique sur le thème de préoccupation. On pourra revenir là-dessus éventuellement. Est-ce que vous avez été victime ou est-ce que vous avez vu des atteintes à la liberté académique en lien avec les livres? Alors ça, non. Donc, il y a une espèce de oui, ça nous intéresse, ça nous préoccupe, on ne sait pas trop comment on vit ça. Par contre, comment ça se, comment dirais-je, est-ce que ça correspond à une réalité vécue? Pas forcément. Donc ça, c'est un premier point relativement intéressant. Alors, dans l'ensemble, il y a une relative, alors, en fait, j'ai oublié. Il y a une relative autoperception de familiarité avec les concepts d'équité, diversité, inclusion. Ok. Décolonisation, vous ne serez pas surpris de voir que le niveau de familiarité avec le concept est un peu moins élevé. Je dis vous ne serez pas surpris probablement parce que c'est le concept qui est le moins associé aux 3.
La décolonisation, on voit un petit peu comme un truc à part. Il y a beaucoup de politiques institutionnelles, gouvernementales qui nous parlent de DI. La décolonisation, est-ce que c'est dedans, est-ce que c'est pas dedans? On touche à quelque chose qui est peut-être moins palpable pour les enseignants, mais dans l'ensemble, une perception de familiarité qui est quand même relativement au-dessus de la moyenne. Dans l'ensemble, c'est quelque chose que les enseignants considèrent comme étant quelque chose d'avantageux pour bonifier leurs enseignements, et c'est aussi quelque chose qu'ils imaginent pouvoir appliquer de façon assez concrète dans leur discipline. Ça a été une petite surprise. On se retrouve souvent avec ce genre de concept un peu parapluie. On imagine des enseignants qui vont nous dire « Ouais, mais non, mais je peux pas, je donne des cours en stage, je peux pas faire de l'édite. Je donne des cours en allemand, je peux pas faire de l'édite, ou du développement durable d'ailleurs. » Visiblement, on constate que pour eux, ça semble pas si improbable que ça. Ce sont aussi des éléments qui leur semblent importants, et particulièrement l'inclusion et la diversité. Je reviendrai sur l'inclusion parce qu'on a une spécificité dans le contexte néo-brunswickois éducatif vis-à-vis de l'inclusion. L'équité et la décolonisation, par ailleurs, faudrait, je ne suis pas comme un Romain, là je ne lis pas dans le foie des volailles, mais il y aurait quelque chose à sonder de façon, pour prédire l'avenir, là. Faudrait aller voir, c'est beaucoup moins unanime. Hein, c'est-à-dire. On va voir ça. Non, mais c'est intéressant comme réflexion. Sur le plan des définitions, j'ai quoi, 10 minutes? Ça va? Oui, encore 1 minute. Ok, encore 15 minutes. Non, oui. Excusez-moi. Donc, du côté donc, de la façon dont ils définissent, on va travailler dans un deuxième temps avec des logiciels de traitement un peu plus avancés des réponses, mais globalement, il y a une relative bonne perception. Excusez-moi, c'est très normatif, là aussi, la façon dont je rapporte les choses. Eu égard des définitions telles qu'on peut les trouver dans les institutions, dans les gouvernements, etc., c'est assez raccord ce qu'ils nous disent en termes de « je définis le concept comme celui-ci, j'attribue tel et tel terme à telle définition ». On n'est pas sur des choses complètement à côté de la plaque, si je puis dire. Diversité, alors malgré tout, on voit quand même poindre quelques réflexions auxquelles on pouvait s'attendre par ailleurs. C'est quoi pour vous la diversité? C'est une idéologie selon laquelle une société fondée sur cette diversité est préférable à une société considérée comme homogène. La formulation me laisse perplexe. Je ne sais pas trop si c'est un commentaire passif-agressif ou pas. Sincèrement, je ne sais pas comment le percevoir. Mais ça reste quand même relativement marginal. Inclusion, à sa grande spécificité, je vous le disais, hein, depuis plus de 30 ans, finalement, on fait plus que parler d'inclusion dans le système éducatif néo-brunswickois, donc il y a une certaine, j'ai envie de dire, bonne connaissance de ce que ça implique sur le plan conceptuel, la diversité. Et finalement, donc, décolonisation, et là on retrouve en fait une autre personne qui nous dit, justement, c'est un concept mal défini qui remet en question les acquis de la civilisation et des cultures nationales. C'est là aussi, c'est un commentaire qui est marginal, qui n'est pas surprenant, j'ai envie de dire, parce que c'est le genre de discours qu'on peut entendre dans la société. Il n'y a pas de raison que l'université soit, comment dirais-je, ne reflète pas certaines positions sociétales. Donc, si on lit ça dans le Journal de Montréal, c'est pas impossible qu'un professeur pense exactement la même chose vis-à-vis de certains de ces concepts au sein de l'université. Bon, là, j'ai repris la casquette de stat. Et là, finalement, on a essayé de voir dans quelle mesure ils se sentaient familiers avec le concept et dans quelle mesure ils se sentent familiers avec l'application du concept. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, eh bien, lorsque, de certaine façon, je vais reformuler ça différemment, ils se sentent familiers avec la conceptualisation. En revanche, leur niveau de confiance vis-à-vis de l'applicabilité du concept, elle est moindre. En d'autres termes, pour dire ça vulgairement, est-ce que l'édit je connais? Oui, je sais ce que c'est. Comment je fais ça pour mettre en place la caisse ça mange en hiver dans mon cours? Je ne sais pas. Il y a une inadéquation en quelque sorte entre la façon dont je définis la chose et la façon dont je me sens en mesure de le mettre en œuvre. On a quand même un certain nombre de corrélations qui sont assez
significative entre la familiarité et l'application de certains concepts. Là, je voudrais davantage vous amener, c'est que, et là, on se sent toujours parfait, on se sent toujours meilleur que les autres. Eh bien, lorsqu'on leur demande est-ce que vous êtes familier avec ces concepts, et est-ce que vous pensez que vos collègues sont familiers avec ces concepts? Évidemment, mes collègues sont toujours un peu plus cons que moi. On est toujours le con d'un autre. Hein. Et, ben, excusez-moi. Mais c'est fascinant de voir qu'en fait, il n'y a quasiment aucune réponse qui nous dit mes collègues sont meilleurs que moi en matière de familiarité de ces concepts. Chose à investiguer davantage. Et là, en fait, on a été plus loin. Donc, ça vaut aussi donc, la familiarité des concepts, familiarité avec l'applicabilité. Je suis bon pour le, enfin, je suis relativement bon avec l'applicabilité du concept, même si ça me semble moins clair que la familiarité avec le concept en tant que tel. Mais en plus, mes collègues en savent moins que moi en termes d'applicabilité. En revanche, lorsque je fais cette comparaison avec les collègues des autres établissements, eh bien, je suis meilleur que mes collègues, je suis aussi meilleur que mes collègues des autres établissements, mais j'ai une meilleure perception de mes collègues des autres établissements que mes collègues avec qui je travaille au quotidien. Pas sympa quand même. C'est pas sympa. Alors, on a des différences significatives avec des tailles de l'effet qui sont pas non plus dégueulasses, ça questionne. Alors, ce qu'il est possible, et puis là, effectivement, il y a probablement un biais dans notre échantillonnage. Évidemment, les personnes qui ont répondu à cette enquête sur l'équité, diversité, inclusion, décolonisation sont, je dirais, intéressées par définition par ce sujet-là. Et il est assez normal que, si ces personnes sont intéressées, il est probable qu'elles en savent plus que certains de leurs collègues qui n'y auraient pas répondu. Je passe là-dessus. OK. Sur le plan des interventions en tant que telles, j'ai envie de vous dire que ça a été assez riche, le matériel que l'on a reçu à ce stade-ci déjà, parce qu'on voit que finalement, l'équité, diversité, inclusion, décolonisation, elle peut se faire à différents niveaux. Ce qui est relativement sorti récemment, c'est davantage que je vous ai mis à droite de l'écran, eh bien, ce sont des interventions micro, et j'ai envie de dire, c'est un peu les interventions édites tarte aux pommes. Tout le monde aime ça, mais ça fait de mal à personne. En l'occurrence, je vais dire dans mon plan de cours que on respecte des principes d'EDID. Je vais dire que pour mes évaluations, je vais être en mesure d'adapter mes évaluations pour. En revanche, intégrer de l'équité, diversité, inclusion, décolonisation de façon substantielle dans le cadre de mes cours, là, c'est une autre paire de manches. Littérature, on a des personnes qui me disent je vais essayer d'aborder des romans de personnes issues de minorités ou d'autres nations, etc. Alors, c'est quand même prégnant, mais c'est pas simple. Et on voit effectivement que donc ces interventions micro-tarte-aux-pommes, comme je vous le disais, eh bien, elles sont quand même relativement fréquentes. Pour conclure, oui, parfait. J'aimerais refaire le pont justement avec, malgré tout, je vous disais qu'il y a une certaine forme de compréhension au Nouveau-Brunswick de l'inclusion. Ça, c'est la politique 322 d'inclusion scolaire qui fait en sorte, selon moi, qu'en matière d'inclusion scolaire, le Nouveau-Brunswick est malgré tout assez pionnier dans les pays occidentaux. Encore la semaine dernière, on avait des universitaires français qui venaient nous voir. C'est comment vous faites de l'inclusion? Et ça leur semble, d'autant plus avec des Français, ça leur semble complètement aberrant qu'on puisse, je veux dire aberrant, ça leur semble assez improbable que l'on puisse faire de l'inclusion comme ça en classe. Donc, il y a cette relative bonne compréhension et paradoxalement, on a des établissements postsecondaires qui ne font pas de l'inclusion comme l'inclusion est faite dans le reste des établissements. On a une approche qui est là encore très normative de l'inclusion scolaire dans les établissements secondaires, qui est assez d'ailleurs similaire à ce que l'on fait au Québec, notamment dans les établissements postsecondaires. C'est-à-dire, tu as telle difficulté, tu as droit à X. On est très loin de l'inclusion comme elle s'opère dans les autres degrés d'enseignement au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a une espèce de décalage sur l'aspect spécifique de l'inclusion que je trouve assez significative, assez porteuse de sens, et qui, je crois, témoigne bien du fait qu'on est un espèce de carrefour où on aborde des questions d'équité, diversité, inclusion avec certainement beaucoup de bonne foi, avec une certaine bonne compréhension conceptuelle de la chose, sans pour autant nécessairement disposer de l'outillage
adéquates pour justement les mettre en œuvre de façon correcte. J'insiste particulièrement sur la question de l'inclusion parce que oui, on en parle, puis en même temps, on fait des choses qui ne sont pas de l'inclusion. Tout ça pour vous dire que pour la suite des choses, puis je vais conclure avec ceci. Donc, il y a évidemment un grand effort d'information et probablement, j'ai envie de dire, de co-construction avec les enseignants du milieu postsecondaire de politiques d'équité, diversité et inclusion, plutôt que d'avoir des approches qui sont encore très top-down dans les établissements, top-down petit 1 et petit 2, faites avec des ressources qui ressemblent un petit peu avec la ficelle et du carton. À l'université de Menton, on a une personne qui est employée à temps plein pour équité, diversité et inclusion des colonisations. Je ne suis pas en train de dire que si l'université de Menton voulait faire de l'élite, il y aurait plus qu'une personne, mais voilà, donc qu'est-ce que l'on souhaite faire? Est-ce que l'on souhaite faire une politique d'affichage, une politique marketing, j'utilise des gros mots mais volontairement de façon provocatrice, ou bien est-ce que on souhaite que ça puisse s'intégrer de façon concrète dans nos enseignements? C'est la question qui devrait se poser, de savoir comment on va mettre ça en œuvre. Voilà, merci beaucoup.